Salutations à tous, vous regardez Dark News et vous avez bien raison, moi à votre place j'en ferai autant. Comme vous pouvez le constater, nous sommes retournés dans les archives de la bibliothèque du Temple SWU, car je tenais absolument à vous montrer une holo vidéo culte, oui j'ai bien dit culte. Il s'agit ni plus ni moins de l'holo vidéo de la conférence qui s'est déroulée le dimanche 4 mai à QC, et c'est une conférence animée par le staff Star Wars Universe, animée plus précisément par Skycard et Utini, qui parlait de l'épisode 7. Alors évidemment, vous allez me dire, si vous n'avez pas vu bien sûr cette conférence, vous allez me dire que on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur cet épisode 7. Eh bien, si vous n'avez pas vu cette conférence, vous avez un peu tort, parce que ce n'est pas avec le rachat de Lucasfilm par Disney qu'a été décidé cet épisode 7. Ça date de bien avant ça. Et je vais d'ailleurs laisser la parole à Utini pour vous expliquer ça. Si vous n'avez jamais été à QC, vous verrez aussi un exemple de l'ambiance du staff, enfin pas seulement du staff, des membres SWU là-bas à QC. Donc regardez cette conférence jusqu'à la fin, elle dure 45 minutes, elle a été filmée sans trépied, et je vais vous laisser regarder cet exploit maintenant, tout simplement. Je me présente, Emmanuel, alias Utini du site Star Wars Universe, et mon collègue c'est Simon, alias Skycard de Star Wars Universe également. Bravo. Bravo. Alors très brièvement, on va vous parler de l'épisode 7, c'est très attendu, parce que depuis début 2013, par exemple, une revue française de cinéma avait pour couverture une belle photo de Maître Yoda avec un super titre, Retour en force, Star Wars, tout sur l'épisode 7. Alors, ce serait pas très marrant si à l'époque, tout ce qu'on savait sur l'épisode 7 tenait sur cette couverture. Il allait y avoir un épisode 7. Alors, je vous laisse imaginer le remplissage des 8 à 10 pages d'articles qu'il pouvait y avoir dans ce magazine. Alors, cette anecdote, pourquoi? Pour montrer l'engouement immédiat qui a, on va dire, enflammé la communauté des fans et des non-fans lorsqu'on a fait l'annonce des nouveaux films de Star Wars. Ils étaient attendus depuis longtemps. Et donc tout le monde s'est mis en fait à l'affût des infos, à l'affût des rumeurs, à l'affût des annonces qui ont été faites, plus ou moins fantaisistes d'ailleurs. Voilà pourquoi dans cette conférence, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire le point. Tout d'abord par rapport à l'historique de cet épisode. Voilà, on a un petit plan ici. Par rapport à l'historique de cette troisième trilogie, on va voir ensemble également ce qu'on sait avec certitude concernant cet épisode 7 qui s'annonce. Et puis on verra l'impact en réalité de cette nouvelle saga sur le reste de l'univers Star Wars. Tout d'abord, on va parler donc de l'historique. Depuis fin octobre 2012, donc depuis l'annonce officielle de la mise en production de ces nouveaux films, les fans, on l'a dit, sont à l'affût de toutes les annonces, de toutes les rumeurs, qui leur permettraient peut-être de se faire une idée de ce qu'allait être cette nouvelle trilogie. Nous, on va faire d'abord un petit retour en arrière pour essayer d'avoir les cartes en main sur l'origine de ces films. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, cette troisième trilogie, c'est en réalité un vieux projet. C'est pas un simple fantasme de fan, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste une idée comme ça qui s'est faite suite au rachat par Disney. Non, c'est vraiment une très ancienne idée. Et l'origine de cette troisième trilogie est directement liée à la première, c'est-à-dire à celle qu'on a connue à partir de 1917. Devant le succès de son premier film, George Lucas a décidé de prendre Star Wars comme base pour construire toute une saga de science fantasy qui était conçue pour durer plusieurs décennies, pour s'étendre en tant que production sur plusieurs décennies, mais en tant qu'histoire également sur plusieurs décennies. La première date qu'on va retenir sur l'historique de cette troisième trilogie, c'est mai 78, donc ça remonte à loin quand même. Mai 78, pour la première fois, voilà, allons-y, pour la première fois dans la lettre d'information officielle du fan club, était révélé le nombre probable de films qui allaient constituer cette saga. À l'époque, c'était, comme on le voit sur cette image, c'était 12 films. 12 films, mais on n'en savait pas plus. Cette saga, c'est pas la saga comme on la connaît aujourd'hui. Elle n'était pas divisée a priori en trilogie à l'époque. Elle se déroulait sur une chronologie différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que déjà, en 78, George Lucas prévoyait plusieurs suites à ce film, donc à succès de 1977. La deuxième date qu'on peut noter,
c'est novembre 1979. Pourquoi? Bien parce que dans le livre que certains peut-être d'entre vous connaissent, The Art of Star Wars, qui est sorti donc en 79, c'est la première fois que le premier film qu'on connaît sous le titre La Guerre des Étoiles en France, c'est la première fois que ce film était appelé épisode 4, Un Nouvel Espoir. Donc ça laissait entendre quoi? Eh bien que forcément, si c'est l'épisode 4, il allait y en avoir d'autres avant, et qui sait certainement beaucoup d'autres après. Donc là, on avait déjà un commencement, une proto-saga qui commençait à prendre naissance. Mais vraiment, la date clé, c'est fin 1980. Alors en fin 1980, avec la sortie de l'Empire contre-attaque, George Lucas a écrit dans la lettre d'information du fan club qui s'appelait Vantage Tracks, alors je cite ce qui était écrit dans cette lettre d'information: à présent que l'Empire contre-attaque est terminé, Lucasfilm se prépare à travailler sur le troisième film de la saga, intitulé La Revanche du Jedi. Bien sûr, ce titre a changé, on le sait tous, il s'est appelé Le Retour du Jedi. La Revanche du Jedi, disait Vantage Tracks, complétera la deuxième trilogie de l'épopée Star Wars en 9 parties. Donc on le voit bien sur le visuel. Suite à son achèvement, la première trilogie sera tournée et finalement la dernière trilogie. Donc c'était clairement établi donc à partir de 1980. Si la production des 9 films, disait également la lettre d'information, continue au même rythme, on peut espérer que le dernier sorte à l'automne 2001. Effectivement, il y a eu quelques petits changements depuis. Mais ce qui est important, c'est que fin 1980, le plan de la saga était déjà clair. 9 films, 3 trilogies, avec la trilogie centrale qui commençait par l'épisode 4, et un ensemble des films qui allaient se passer avant-après. Il est donc absolument incontestable de dire qu'à cette époque, déjà, George Lucas prévoyait une troisième trilogie, donc des épisodes 7, 8 et 9. Restait à définir le contenu de ces épisodes. Parce qu'à partir de cette date, selon les interviews, selon les articles de magazines, les versions divergent. Il y a des avis non concordants par rapport à ce que pouvaient contenir ces films, des versions divergentes sur plusieurs points, des avis tout à fait étranges. Et on a commencé à avoir vraiment des précisions sur ce qu'allait être cette troisième trilogie en 1983. Non, c'est pas grave, on y reviendra. En 1983, dans un article du journal Time, là, on a vraiment beaucoup de précisions sur ce qu'allait être cette troisième trilogie, déjà à cette époque. L'article précisait que l'ébauche de ce que nous appelons aujourd'hui la prélogie, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, était déjà très complète, était déjà très précise. Par contre, George Lucas n'avait que quelques notes concernant ces épisodes 7, 8 et 9. L'histoire restait encore vague, mais en tout cas, il y avait quelques détails intéressants. Je vais citer cet article. On y lisait: dans la suite, Luke serait un chevalier Jedi de 60 ans. Han Solo et Leia seraient ensemble, bien que George Lucas précisait, ils sont peut-être mariés, ou pas. On ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment parlé de mariage dans cette galaxie. Il disait, je ne sais pas si ça existe. Qui sait quelle relation ils auront? Bref, disait George Lucas, ils seront ensemble, disons les choses comme ça. La suite se concentre donc principalement sur Luke, et George Lucas disait que Mark Hamill aurait la priorité pour le rôle s'il était d'assez vieux. Donc, on avait également une explication quant au fond de cette nouvelle trilogie. George Lucas disait, si la première trilogie est sociale et politique et parle de la manière dont la société évolue, et que la première, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, ce qu'on connaît comme étant la prélogie, concerne plutôt le mûrissement personnel, concerne plutôt la réalisation de soi, la troisième devait traiter de problèmes moraux et philosophiques. Dans la deuxième trilogie, donc les épisodes 4, 5 et 6, il y avait une ligne très claire entre le bien et le mal. Finalement, disait l'article, il faut se confronter au fait que le bien et le mal ne sont pas si clairement définis, et le véritable enjeu est alors de tenter de comprendre la différence entre les deux. La suite, c'est-à-dire cette troisième trilogie que nous attendons, concerne la chevalerie Jedi, concerne la justice, la confrontation et la transmission de ce qu'on a appris. Voilà les informations très précises qu'on avait en 1983. En réalité, c'est la première fois qu'on avait autant d'infos sur cette troisième trilogie. C'est la première fois qu'on entendait dire que Luke, que les personnages emblématiques allaient apparaître dans cette trilogie.
Ensuite, on se rendait compte que ça devait laisser du temps, parce que George Lucas disait on les prendra s'ils sont suffisamment vieux. Donc il avait l'intention d'utiliser les mêmes personnages connus, mais en version un peu plus mûre, dirons-nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi la dernière fois qu'on a eu autant d'informations sur cette trilogie, en 1983. C'était la première fois et la dernière fois. Parce qu'après la sortie du Retour du Jedi, Star Wars est entré dans ce qu'on peut appeler sa première période d'hibernation. Certains des fans les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, ça a été une période où Star Wars s'est un peu éteint, s'est un peu endormi. Et même si à de nombreuses reprises, George Lucas a persisté dans des interviews, dans des articles, à évoquer une saga en 9 films avec des films suivants, c'est devenu en réalité de plus en plus vague. En 1993, on n'y est pas encore, en 1993 a été annoncée la mise en chantier de la nouvelle trilogie, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, ce qu'on appelle la prélogie. Et là, on a fait sortir Star Wars de son sommeil. Et en quelques rares occasions, bien George Lucas encore a évoqué la possibilité, peut-être, de faire d'autres films après. L'espoir de tous les fans s'est réveillé. On s'est dit, c'est bien, s'il y a les premiers, tôt ou tard, on verra les suivants, on verra ce qui fait suite à la trilogie classique. Mais l'espoir s'est effondré. Oui, l'espoir s'est effondré très vite, parce qu'en 1999, à l'époque de la sortie de la menace fantôme, George Lucas s'est mis à démentir formellement avoir jamais prévu une troisième trilogie. Dans le journal Wired de mai 1999, il déclare, je cite, « Les suites de la trilogie originale n'allaient jamais vraiment être faites de toute façon. » Et de dire que c'était en fait un délire lancé par rapport aux médias, parce que les médias harcelaient George Lucas de questions concernant la suite de cette histoire, et lui avait parlé vraiment de cette trilogie. Pour lui, c'était simplement un fantasme médiatique. Et de prétendre donc au grand désespoir de tous les fans, qui se souvenaient très bien de ce que George Lucas avait déclaré avant, de prétendre que finalement jamais cette troisième trilogie n'avait été prévue, n'avait été envisagée. Et ensuite, il a évoqué son âge, il a évoqué la difficulté à faire des films, il a évoqué la fatigue devant l'ampleur d'un projet comme la mise en chantier d'une trilogie, pour finalement, à la sortie de La Revanche des Sith, dire au sujet de cette troisième trilogie, tout simplement, jamais, absolument jamais. Et alors là, on a tous cessé d'y croire. Effectivement, pendant près de 10 ans, cette troisième trilogie, ces épisodes 7, 8 et 9, n'ont plus là encore été qu'un fantasme, puisqu'il n'en était plus question. Plus personne n'y croyait. Si bien même que par exemple sur les forums de discussion, les modérateurs des forums recadraient un petit peu les fans qui lançaient des délires sur cette trilogie en leur disant mais de toute façon c'est clair, il n'y aura jamais d'épisode 7, 8 et 9. Soyons clairs, soyons fermes à ce sujet. Donc en réalité personne n'y croyait. Personne. Eh bien, contre toute attente, George Lucas lui-même croyait à cette troisième trilogie. Et on connaît la suite. En octobre 1992, il y a eu... En octobre 2012, pardon, il y a eu l'annonce de la vente de Lucasfilm à Disney et l'annonce de la mise en chantier d'une nouvelle trilogie et donc d'un épisode 7 qui a complètement bouleversé l'image, la vision qu'on se faisait de la saga. Effectivement, il y aurait bien, contre toute attente, un épisode 7 et même des épisodes 8 et 9. Alors la grande question qu'on se pose tous, que vont contenir ces épisodes? Quelle histoire ils vont raconter? Quels acteurs vont incarner les personnages? Quelles idées, quels sujets seront développés dans ces nouveaux épisodes? Dans quel contexte ils vont se situer? Mais pour nous parler de cette partie de la réflexion, on va céder la place à Simon, qui va évoquer ce point. Donc, comme l'a dit Emmanuel, le 30 octobre 2012, on a eu l'officialisation du rachat de Lucasfilm par Disney et l'annonce d'une nouvelle trilogie. Donc, la première chose que les fans se sont dit, c'est « Ah, Disney rachète Star Wars, on va avoir droit à des chansons, des dessins animés, des princesses, plein de choses qu'on attribue en général à Disney. » Il y a quelque chose qu'il faudrait rappeler, c'est que ça fait déjà 4 ou 5 ans que Disney, enfin, The Walt Disney Company a racheté Marvel,
qu'ils ont sorti Avengers, qu'ils ont sorti le dernier Captain America, et que finalement c'est pas spécialement des films très niais. Au contraire, on a droit à de la qualité, on a droit à des films qui vont ensemble les uns avec les autres, et avec une certaine continuité entre eux. Donc finalement, est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que Walt Disney ait racheté Lucasfilm? Peut-être pas. La deuxième grande question que les fans se sont posées, c'est, vu que George Lucas donne son bébé, enfin vend, pour 4 milliards quand même, son bébé à Disney, quelle va être son implication dans les films? Est-ce qu'on pourra quand même dire que c'est la 3e trilogie Star Wars? Est-ce que, oui, finalement, est-ce que le fait que ce soit Disney qui le fasse, ça ne va pas dénaturer la vision qu'avait George Lucas? Alors, le rôle de George Lucas sur cet épisode 7 et sur toute la trilogie 7, 8, 9, ce sera un rôle de consultant. D'ailleurs, pendant l'année 2012, c'est son fils qui nous l'a révélé, à partir de février-mars, il avait commencé déjà à parler de cette 3e trilogie à sa famille, dire que voilà, il commençait à écrire la trame, et donc par rapport à cette 3e trilogie, c'est lui qui a écrit la trame narrative, qui a écrit les grandes lignes, que après Lucasfilm et Disney vont devoir utiliser pour les films. Il continuera d'être consulté pendant toute la production pour donner son avis, valider certaines choses et sans doute faire la promotion des films, puisque ça reste quand même le papa de Star Wars. L'acteur suivant principal de l'épisode 7, c'est bien sûr le réalisateur, puisque jusqu'ici, la prélogie, c'est George Lucas qui avait fait tous les films 1, 2 et 3. Il avait délégué ça pour les épisodes 5 et 6, mais ça reste quand même normalement le rôle de George Lucas. Donc quel réalisateur allait pouvoir maintenir l'esprit Star Wars pour ces nouveaux épisodes? Après des mois de rumeurs a annoncé Spielberg, même Tarantino, Guillermo del Toro et bien d'autres. On a eu la réponse, c'est Jeffrey Jacob Abrams, dit J.J. Abrams, qu'on connaît beaucoup actuellement pour avoir sorti les 2 derniers Star Trek. On a eu droit à un reboot de la licence. C'est aussi lui qui a fait le film Super 8, qui a dirigé la série Lost les Disparus, malgré la fin, quand même une série qui a marqué une génération, la série Fringe également. Donc c'est un réalisateur qui connaît son sujet, qui est fan de science-fiction, qui est fan de Star Wars, qui l'a répété assez souvent. Dans les Star Trek, il s'est toujours arrangé pour glisser un R2D2 caché quelque part. Donc on a un fan de Star Wars, un vrai fan, on le sait, ça fait des années qu'on le sait. On a un vrai fan de Star Wars aux commandes de la suite. Pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose de mauvais? On ne sait pas, on verra. Ensuite, 3e grand acteur de ces nouveaux films, les scénaristes. Qui va s'occuper du scénario de l'épisode 7 et des suivants? Le premier à avoir été en charge du scénario, c'est Michael Arndt, qui a notamment reçu un Oscar pour Little Miss Sunshine, qui a écrit ensuite d'autres scénarios, et dernièrement on a surtout Toy Story 3 et le scénario d'Hunger Games 2. Alors en octobre dernier, on lui a dit au revoir, parce que apparemment, Walt Disney et Lucasfilm voulaient quand même se presser pour sortir le film. Donc, comme il avait bien bossé sur le scénario, ils l'ont remercié quand même avec les honneurs. Ils l'ont mis de côté, et ce sont Lawrence Kasdan et J.J. Abrams qui se sont occupés de reprendre la suite au niveau du scénario. Donc Lawrence Kasdan qui n'est pas vraiment un inconnu non plus au niveau de Star Wars, puisqu'il a coécrit le scénario de l'épisode 5 et de l'épisode 6, et qui a écrit le scénario des Aventuriers de l'Arche perdue. Donc là aussi, on peut être rassuré de ce côté-là, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Et J.J. Abrams, donc, qui en plus de réalisation, va s'occuper du scénario. Dans les scénarios qu'il a fait, on peut noter notamment Armageddon ou Mission Impossible 3. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'équipe technique, parce que finalement, jusqu'à il y a 10 jours, on n'avait aucune information sur le casting, par beaucoup de rumeurs. Donc on a eu beaucoup d'informations sur l'équipe technique. On va passer ça rapidement, parce que c'est peut-être pas très intéressant. Il y a 2 catégories en fait dans l'équipe technique qui a été annoncée. C'est les anciens de Star Wars, notamment ceux qui font les concept art, donc tous les designs des vaisseaux, des personnages, des costumes. Ben Burtt, qui était déjà là depuis l'épisode 4, et qui revient donc, pour faire tout le design sonore, donc
celui qui a décidé, celui qui a proposé à George Lucas le son des sabres laser notamment, c'est lui, il sera toujours là. On retrouve aussi Matthew Wood et John Knoll, donc au niveau des effets spéciaux, c'est toujours A&M, Industrial Light and Magic, qui est en charge de Star Wars. On retrouve aussi des anciens collaborateurs de J. Abrams, donc il va travailler avec une équipe qu'il connaît, au niveau du directeur de la photographie, des décors, des effets spéciaux. Donc voilà, on a une équipe qui se connaît, qui connaît Star Wars, donc a priori il n'y a pas de raison qu'ils aillent faire quelque chose de mauvais, d'autant que il restait, en plus du casting, un autre élément qui fait quand même toute la nature de Star Wars, c'est le son, la musique. Qu'est-ce que c'est Star Wars sans la musique de John Williams, sans cette fanfare, sans tout ce qui fait Star Wars? Et bien là-dessus, on a été très contents, un peu surpris, mais très contents surtout, d'apprendre que John Williams serait de retour pour Star Wars épisode 7. Il a aussi signé pour les épisodes 8 et 9. Donc John Williams qu'on ne présente plus, qui a fait la musique de Jurassic Park, de Superman, d'E.T., de Indiana Jones, Harry Potter et bien d'autres. Excusez-moi. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe technique. Et avant de passer au casting, donc vraiment ce qui a été annoncé dernièrement, on va parler un petit peu du tournage, conditions de tournage. Donc il y a 2 caméras qui sont utilisées sur le tournage de Star Wars épisode 7, qui sont donc du Panavision, Panaflex et XL. Si vous n'êtes pas des spécialistes, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un tournage en 35 mm, donc sur pellicule, et pas un tournage en numérique comme la plupart des réalisateurs le font maintenant. C'est une sorte de retour aux sources, Star Wars, puisqu'on va retourner à la pellicule. Et forcément, comme maintenant tous les blockbusters sortent en 3D, il y aura une conversion en 3D. Le film n'est pas tourné en 3D, il sera tourné sur pellicule et ensuite converti en 3D, ainsi qu'une sortie IMAX dans certains cinémas. Au niveau du tournage d'ailleurs, on a eu quelques rumeurs encore dernièrement. Les plus marquantes, c'était des tournages en Afrique du Nord. Donc il y a eu un début de tournage à Abu Dhabi ces 2 dernières semaines. On a quelques photos de l'extérieur. On a une grande tente devant un désert et une sorte de choses devant. Donc tous les sites ont essayé d'expliquer ce que ça pouvait être. Une porte, une patte de hat-hat. Voilà, tout est possible. On sait vraiment pas ce que c'est. Et peut-être que ce sera juste un détail insignifiant dans les films. C'est aussi ça qui fait tout le charme de l'attente de nouveaux films. Pour la suite du tournage, qui commence en fait la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est vraiment, là ils sont tous à Londres, au studio Pinewood, qui sont des grands studios de Londres, où ils ont notamment tourné 007 et pas mal d'autres gros blockbusters. On n'a pas vraiment d'image pour l'instant, puisque tous les studios sont fermés, personne ne peut y accéder. Il y a beaucoup de rumeurs depuis un certain nombre de mois sur le fait que le Faucon Millenium aurait pu être construit en grandeur nature sur le plateau de tournage. Donc, vu le nombre de rumeurs sur ce sujet-là, a priori, il y a de bonnes chances que le Faucon soit vraiment construit grandeur nature. Ça fait toujours plaisir de retrouver cette vieille quincaillerie qu'on aimait bien dans la trilogie. Et puis voilà, là si on avait fait la conférence il y a 10 jours, on se serait peut-être arrêté ici, parce qu'on n'avait pas grand chose. Et puis on a eu une grosse annonce qui nous a bien fait plaisir, qui nous a un peu sorti du fait d'avoir que des rumeurs à commenter pour cette conférence, puisqu'on nous annonçait le casting. Donc pour le casting, on retrouve 6 anciens. Mark Hamill pour jouer Luke Skywalker, Harrison Ford pour jouer Han Solo, Carrie Fisher pour jouer Leia Organa, Kenny Baker dans le rôle de R2D2. Il avait fait une scène par-ci par-là dans les épisodes 1, 2 et 3. On ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire dans les épisodes suivants, mais il est toujours là, et ça fait toujours plaisir. Anthony Daniels, qui revient dans le rôle de C3PO, c'est peut-être celui qui a le moins quitté Star Wars ces dernières années, puisqu'il assurait toujours le doublage de C3PO dans les séries animées. Et enfin, Peter Mayhew, qui revient dans le rôle de Chewbacca, toujours là, même 30 ans après. Et
Et à ces 6 anciens se sont rajoutés 7 autres acteurs. Des acteurs sur qui on avait beaucoup de rumeurs pendant des mois, des années même. On va commencer tout de suite avec... on va les reprendre dans l'ordre dans lequel ils ont été annoncés. Peut-être que ça aura une incidence sur le rôle qu'ils auront dans le film. Donc John Boyega, un acteur très très peu connu, qui a joué dans Attack the Block en 2011, et qu'on verra dans la prochaine saison de 24 heures chrono. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable dans sa carrière. Ensuite, nous avons Daisy Ridley, qui elle aussi est une grande inconnue. On a pu la voir dans quelques épisodes de séries télé, mais c'est même pas une actrice, enfin une comédienne régulière de séries télé. Elle était là seulement dans quelques épisodes, dans quelques séries. Grand mystère sur cette actrice, mais on espère que ça donnera quelque chose de bien. Oscar Isaac, qui lui est un petit peu plus connu, puisque il a 35 ans, tandis que les 2 autres avaient 22 ans. On l'a vu récemment dans Inside Llewyn Davis. Il a fait aussi dans Robin des Bois, Sucker Punch, Drive, Jason Bourne. Donc voilà, il commence à avoir une certaine filmographie et être un petit peu connu. Il est aussi connu pour être un chanteur, étonnamment. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire non plus dans le film. Ensuite, 4e sur la liste du casting, nous avons Adam Driver, qui mérite une diapositive à lui tout seul, parce que en fait, ça fait un certain nombre de mois qu'on nous l'a annoncé comme étant le méchant de l'épisode 7. Ce méchant, on ne sait pas vraiment si c'est un impérial, un Sith ou complètement autre chose. En tout cas, ça devrait être le grand méchant de l'épisode 7. Lui aussi, au niveau de la carrière, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a quand même des films assez notables, hein. J. Edgar, Lincoln, Inside Llewyn Davis aussi, et surtout une série télé dans laquelle il a un rôle régulier, qui s'appelle Girls, qui date de 2012. Donc voici normalement ce qui devrait être le méchant de l'épisode 7. Enfin, on a 3 autres acteurs qui ont été annoncés. Andy Serkis, un acteur dont le visage ne vous dira peut-être rien, mais qui est pourtant celui que vous connaissez peut-être le mieux. Parce que c'est quand même lui qui joue en fait Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui joue Gollum aussi dans Le Hobbit, qui joue King Kong, enfin Kong, dans King Kong. C'est un spécialiste de la performance capture, donc le truc où on met une espèce de collant bizarre sur le vêtement avec plein de capteurs qui retiennent tous les mouvements, y compris la gestuelle, tout ça. Donc peut-être qu'on le verra dans un vrai rôle, dans un rôle où on verra son visage. Peut-être pas, après tout c'est Star Wars, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un nouvel acteur dont on ne verra pas vraiment le visage, mais qui sera interprété visuellement par un modèle numérique. Ensuite nous avons Domhnall Gleeson, qui est surtout connu pour avoir joué Bill Weasley dans Harry Potter, dans les 2 derniers Harry Potter. Et il a fait aussi quelques séries télé. Oui, quelques séries télé. Et enfin, nous avons Max von Sydow, qui est l'acteur des plus âgés du casting, qui avait joué en 1980 dans Flash Gordon, en 1984 dans Dune, dans Judge Dredd, dans Minority Report, dans Shutter Island, même dans le Scaphandre dans le papillon, puisque c'est un Suédois, mais qui a été naturalisé français en 2002, je crois. Et on a une petite anecdote assez rigolote sur cette personne, puisque en 1984, il avait joué dans un film qui, en français, s'appelle Les Guerriers des Étoiles. Donc il faut croire qu'il était prédestiné à jouer dans Star Wars, peut-être. On ne sait pas. Enfin, nous avons la première photo de tout ce beau monde en train de travailler. Une photo que vous avez sûrement vue sur tous les réseaux sociaux, avec différentes flèches sur tout le monde, pour essayer de savoir qui faisait quoi. Donc on retrouve J.J. Abrams, Harrison Ford, la princesse Leia, Carrie Fisher, Daisy Ridley entre Harrison Ford et Carrie Fisher, donc tout le monde en a déduit qu'elle allait jouer la fille de Yann et Leia, qu'on a connue dans l'univers étendu sous le nom de Jenna, mais
On va y venir plus tard. Donc voilà, c'est une photo très sympathique, mais qui ne nous apprend finalement rien, à part qu'ils sont au travail et que le tournage va bientôt commencer. Qu'un jour ou l'autre, on aura enfin de grosses informations sur le scénario, sur tout ce qui va se passer dans le film. Mais bon, finalement, la meilleure façon de savoir tout ça, de savoir si l'épisode 7 vaut le coup, ce sera peut-être d'aller au cinéma le 18 décembre 2015, dans un peu moins de 600 jours. Donc voilà, réservez votre soirée. Le scénario, effectivement, ils ont tous le scénario. Certains se sont même amusés à zoomer sur le scénario qu'avait Anthony Daniels. Si quelqu'un est capable de zoomer sur cette photo et d'arriver à tirer quoi que ce soit, on est preneur. Mais on ne paiera qu'à la sortie du film, quand on sera sûr que ce qui était sur le scénario était véridique. Et donc maintenant je vais aborder ce qui pose le plus de problèmes aux fans depuis le début de cette annonce, et une annonce qui a aussi eu lieu il y a une semaine. C'est le reste de l'univers Star Wars. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite en dehors des films? Alors, il nous attend déjà d'autres films, cet épisode 7. Il nous attend des épisodes 8 et 9, tous les 2 ans, alors que précédemment les Star Wars sortaient tous les 3 ans. Et ce qui nous attend, ce sont aussi des spin-offs. Deux spin-offs, donc des films dérivés qui suivront en général un ou deux personnages de la saga, sans aucun lien avec les films numérotés. Est-ce qu'on aura droit à la jeunesse de Yen Solo? Est-ce qu'on aura droit à un film sur Boba Fett? Est-ce qu'on aura droit à un film sur Yoda? Ce sont les 3 grosses rumeurs qui tournent actuellement sur les spin-offs, mais en fait on ne sait rien, on ne sait pas. Donc rendez-vous peut-être l'année prochaine pour plus d'informations sur le sujet. Un élément aussi intéressant, c'est que l'épisode 7 sera le premier film Star Wars à sortir en décembre. Tous les autres films Star Wars sont sortis en mai. Et c'est vrai que quand Disney a annoncé que le film était finalement sorti le 18 décembre, beaucoup de fans qui ont râlé. Mais ils tiennent visiblement à cette date. Donc, sauf gros contretemps, l'épisode 7 sortira en décembre 2015. Mais il a été annoncé que pour les autres, s'ils ne prenaient pas trop de retard sur le scénario, ben on pouvait compter sur une sortie en mai 2016, mai 2017, mai 2018, mai 2019. Pour l'instant, ce sont les seuls films qui ont été annoncés. Il y aura peut-être d'autres spin-offs qui se rajouteront si Star Wars continue à mobiliser les gens pour venir les voir. Suspense. Donc voilà. Là, on arrive au cœur du problème qui fait pleurer bien des fans ces derniers temps. C'est l'annonce de la fin de l'univers étendu. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir l'univers étendu, en fait il s'agit de tous les livres, toutes les BD, tous les jeux vidéo, toutes les séries animées qui se déroulent dans l'univers Star Wars et qui ont été avalisés par Lucasfilm pendant des années comme étant la suite officielle des films, ou la préquelle officielle des films, puisque certaines histoires se passent 4000 ans avant, d'autres jusqu'à 140 ans après. Donc tout un univers a été développé pendant un certain temps, et on nous a dit gentiment que pour l'épisode 7 et pour la suite de l'univers Star Wars au cinéma, tout ça c'était pas possible, on ne pouvait pas le garder parce qu'il fallait que les scénaristes aient toujours une marge créative pour pouvoir faire leur travail. Et donc tout ceci va continuer à sortir quand même, pour que les gens continuent à accéder à ces histoires, mais avec un gros bandeau Legends dessus, qui indique que toutes ces histoires appartiennent à la légende. Ce ne sont plus les histoires officielles de la suite de Star Wars, du passé de Star Wars. Le fait que Luke se marie, qu'il y ait un enfant, que Yann et Leia se marient et 3 enfants, prénom, toutes ces aventures-là sont des légendes désormais, ce ne sont plus histoires officielles. Alors bon, voilà,
qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Parce que, bon, ça c'est un peu triste, mais heureusement Disney quand même a prévu des choses pour la suite. Et c'est un univers Star Wars qui nous est annoncé comme cohérent. Cohérent, puisque, bon, avant, c'est vrai que depuis les années 80, on avait droit à des comics, des BD, des jeux vidéo, beaucoup de choses, qui n'étaient pas forcément cohérents entre eux. Donc on rectifiait ça, plus d'articles dans des magazines, pour dire « Ah, mais en fait, dans tel épisode, il y a un sabre laser de couleur violette, déjà, pour Mace Windu, puisqu'il était apparu avant l'épisode 2, avec un sabre bleu. On nous a dit « Bah non, en fait, dans cette BD-là, il a un sabre violet. » Donc là, l'approche qu'ils ont est un peu différente, c'est qu'il y a un groupe qui est chargé de la continuité chez Lucasfilm et qui est censé harmoniser tout. C'est-à-dire qu'aucun scénariste ne pourrait, en théorie, écrire quoi que ce soit sans se référer à eux et avoir leur accord pour dire que tel personnage aura un sabre d'une certaine couleur, ou que tel personnage croise tel autre à tel endroit. Bon, c'est une annonce qui fait plaisir, en théorie. Après, on se doute bien que si un jour ils décident de faire un film qui effacera un livre, ils se poseront pas longtemps la question, parce que bon, ça a beau être des livres qui sont beaucoup vendus, ce ne sont que des livres et ils ne touchent pas des millions de personnes comme les films. Donc cet univers Star Wars, de quoi sera-t-il composé? On compte les films, tous les films qui vont sortir, les passés comme les présents, comme les futurs. On compte aussi leur novélisation, on a eu la confirmation récemment, mais seulement pour les scènes des novélisations qui concernent des éléments des films. Donc ils ont sorti des romans qui racontent l'histoire des films, avec quelques scènes en plus. Il faut savoir que certains chapitres donc ne font pas partie de cet univers, alors que d'autres oui. Petite manipulation sympathique. Ensuite nous avons les séries animées. La série The Clone Wars qui a commencé en 2008 et qui s'est terminée là en janvier 2014. Et fait partie de cet univers. Donc la guerre des clones, c'est celle-là. Anakin Skywalker a une padawan qui s'appelle Ahsoka. Et il n'y a pas d'autre version de la guerre des clones dans l'univers Star Wars. Nous avons ensuite la prochaine série animée qui arrivera normalement à la rentrée, en 2014. Star Wars Rebelle, qui se passe quelques années avant l'épisode 4 et qui parle d'un groupe de rebelles qui va sans doute parler de la création de la rébellion et de leur bataille contre l'Empire. Enfin, nous avons tous les nouveaux romans, ainsi que les futurs jeux vidéo, qui vont s'ancrer dans cet univers. Donc là déjà, Del Rey a annoncé 4 nouveaux livres pour la fin d'année. Un livre sur le Grand Moff Tarkin qu'on voit dans l'épisode 4. Un livre sur Luke Skywalker qui se passera entre les épisodes 4 et 5. Un livre sur Dark Vador et l'Empereur qui se déroule, je crois, avant l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Ils sont perdus sur une planète et ils doivent s'en sortir face à une menace. Et le premier de tous qui sortira, The New Dawn, donc Nouvelle Aube, qui sert un peu de préquel à la série animée Star Wars Rebels. Et donc l'univers Star Wars, c'est seulement ceci. Il y aura aussi les jeux vidéo, on nous annonçait que Battlefront ferait partie de cet univers, mais bon, le jeu Battlefront sortira sans doute fin 2015, donc on a le temps de se préparer à ça. Et ce qu'on peut se demander encore pour l'avenir, c'est qui va gérer tout ça. Parce que jusqu'ici, c'était Dark Horse qui avait les droits pour les bandes dessinées, et en France, c'était Delcourt. Au niveau des livres, c'était Del Rey, en France, c'était Pocket. Au niveau des séries, c'était sur Cartoon Network. En France, bon, M6, W9, France 4 qui s'y met aussi un petit peu. Donc, qui prend la suite, puisque Disney possède un certain nombre de compagnies, qui certaines font du dessin animé, certaines font des livres. Comment ça va se passer? Et là aussi, on a eu quelques annonces et des gros points d'interrogation. Donc au niveau du dessin animé, de la bande dessinée, c'est Marvel, donc ceux qui font les super-héros en général, qui reprend la licence Star Wars à partir de début 2015. Donc Dark Horse a perdu la licence cette année, et Marvel va s'occuper d'écrire la suite de tout ça. Bon, finalement,
c'est presque qu'un retour, puisque en 1980, après 1977, quand ils ont, après la sortie de l'épisode 4, c'est Marvel qui s'occupait de sortir les premières BD Star Wars. Donc la licence leur revient finalement, puisque Marvel appartient à Disney et que c'est plus simple pour eux. Au niveau des livres, c'est plus compliqué, enfin des romans, puisque Del Rey a encore un contrat sur la licence jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux 4 livres que j'annonçais tout à l'heure. Et on ne sait pas s'ils vont garder la licence pour après ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs de Star Wars continuent à participer. Ceux qui étaient sur l'ancien univers étendu, ce sont les auteurs des 4 livres que je vous ai présentés. Donc ça va continuer. Alors par contre, au niveau des romans jeunesse, on sait que Disney, Publishing Worldwide, elle a une maison d'édition de Disney plutôt orientée jeunesse, va éditer des novelisations des films orientés pour les enfants. Donc a priori ce sont eux qui vont le faire. Est-ce qu'on aura une traduction en France? On ne sait pas non plus. Au niveau des jeux vidéo, la licence est partagée en deux. On a Disney Interactive Studio, toujours Disney, qui s'occupe de créer des applications et des petits jeux sur smartphone, sur tablette. Il y a quelques-uns qui ont été annoncés déjà, notamment pour suivre l'épisode 1, donc sous forme de, j'allais dire roman photo, mais on a des scènes et puis après on doit sélectionner un élément du décor pour qu'un Jedi aille, par exemple pour que Qui-Gon aille transpercer une porte avec son sabre laser. Donc c'est eux qui font ça. Ils devraient faire ça pour tous les films. Et nous avons également Electronic Arts, qui l'année dernière a acquis la licence Star Wars pour 10 ans. Donc, ils ont encore jusqu'en 2023 pour sortir des jeux Star Wars. C'est eux qui vont sortir les gros jeux Star Wars qui sortiront sur ordinateur et sur console. Le premier devrait être Star Wars Battlefront fin 2015. Mais là aussi, pour l'instant, c'est assez flou. Au niveau des points d'interrogation, on a aussi toutes les traductions françaises, en fait. Pocket qui édite les romans Star Wars, on ne sait pas s'ils vont continuer. Delcourt, dont Thierry Mornay, l'éditeur, est présent ici, ne sait pas non plus, au-delà de 2015, s'ils vont continuer à éditer les bandes dessinées Star Wars. On ne sait pas. Si vous arrivez à le faire parler, là aussi, on est preneur. Nous, quand on l'interrogeait, il nous a dit qu'il ne savait vraiment pas. Peut-être qu'il ne sait vraiment pas. À noter aussi, parce que j'ai promis de placer ce mot-là, Lego. Lego a un contrat sur Star Wars jusqu'en 2022. Donc on va continuer à avoir des sets Lego, au moins entre 15 et 20 chaque année. Avec les nouveaux films en plus, on devra avoir de nouveaux sets. Donc finalement, ça changera des X-Wing et T-Fighter qu'on a l'habitude de voir. Alors, en conclusion, finalement, ça fait 40 minutes qu'on a commencé, mais on a déjà fini. Si vous avez des questions, bien sûr, on sera là. Mais en conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que la troisième trilogie, ça a été d'abord quelque chose d'annoncé comme de sérieux, qui a été mis au placard pendant 20 ans, qui a été renié, vraiment, par George Lucas. Finalement, ça va être fait. Ça va être fait par des gens qui sont compétents, qui normalement ont de la marge de manœuvre et vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ça, là encore, on ne le saura que le 18 décembre 2015. Et pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé de raison valable de vraiment s'inquiéter, à part sur l'univers étendu, mais ça, c'est triste. C'est triste, mais après, il faut aussi comprendre que, oui, effectivement, c'est compliqué pour les scénaristes de respecter des milliers d'œuvres, puisque j'ai cité les romans et les bandes dessinées, les jeux vidéo, mais il faut aussi compter tous les guides qui sont sortis, les cartes à collectionner qui contiennent quelques informations, et différents articles dans le magazine. Donc oui, c'est compliqué de gérer tout ça. Finalement, peut-être que Disney a pris la bonne décision en disant que voilà, tant pis pour l'univers étendu, on va continuer, on va partir sur de nouvelles histoires et ce sera sans doute très bien. En tout cas, on l'espère. Voilà.
Oul. Alors on voulait remercier les deux, Simon et Emmanuel, pour leur conférence. J'espère que ça vous a plu. Donc merci à Star Wars Universe. Et merci aux invités de nous avoir invités. C'est normal. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchissait à ça et c'était cette année l'occasion parfaite avec le début des rumeurs sur l'épisode 7. C'est les spécialistes là-dessus, ils sont plus au courant que nous, donc c'était l'occasion un peu de les mettre en avant aussi. C'est les habitués de la convention. Alors j'aimerais qu'on les applaudisse une nouvelle fois. Donc là, ils nous ont fait une conférence de 40-45 minutes qui vous a permis de voir à peu près les rumeurs et tout ça. Si vous voulez plus d'informations dans les jours qui arrivent, avant l'année prochaine et une possible future conférence, je vous invite à aller sur starwarsuniverse.com, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure et au quotidien. Maintenant, j'aimerais savoir si quelqu'un a des questions. Il nous reste un petit 5 minutes avant de passer aux questions-réponses, donc si vous avez des questions, éventuellement, peut-être qu'ils pourront vous répondre. Par rapport à The Old Republic, KOTOR et tout ce qui s'est fait en gros avant l'Ancienne République, est-ce que ça continue à faire partie de la version officielle ou pas? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question porte sur toute la partie de l'Ancienne République. Est-ce qu'on sait si ça va être gardé ou pas, donc, que ce soit les jeux vidéo ou les histoires qui ont été faites sur les romans ou les comics de l'Ancienne République? Alors, on s'est posé la question, on a posé la question. La réponse est non. Ce n'est plus valable, ce n'est plus officiel. On peut continuer à jouer The Old Republic, mais ce n'est pas une histoire officielle. Donc après, bon, de toute façon, ils continueront à s'en inspirer. Pour l'instant, je pense qu'ils ont aussi décidé de tout mettre au placard d'un coup. C'était plus simple pour eux. Et peut-être que dans quelques années, ils reviendront dessus et ils diront, bah en fait, finalement, le passé de Star Wars, ben oui, c'est The Old Republic. C'est KOTOR, c'est Knights of the Old Republic. C'est les DD Chevaliers de l'Ancienne République. Mais pour lancer l'épisode 7 et sans doute pour lancer les nouveaux romans et tout ça, je pense qu'ils ont préféré vraiment tout mettre de côté. Et, dommage. Et à choisir entre la série animée Clone Wars et la BD Clone Wars, du coup, est-ce qu'il y a une version officielle, pas officielle? Donc là, la question pour ceux qui sont au fond, elle porte sur tout l'univers de Clone Wars, les bandes dessinées et la série, savoir si on sait que la série animée est canonique, comme on dit, mais est-ce que c'est le cas aussi pour le reste au niveau des histoires des BD? Alors, The Clone Wars est officiel, la série animée est officielle. Au niveau des romans The Clone Wars, non. Des BD The Clone Wars non plus. On a vu d'autres versions de la guerre des clones avant. Non. Toutes ces versions-là, maintenant, n'existent plus, que ce soit les bandes dessinées qu'on retrouve sur le stand de Delcourt. Je vous conseille de vous précipiter dessus d'ailleurs, parce que c'est une très bonne série. Je n'ai pas d'action chez Delcourt, mais c'est vraiment une très bonne série. Le dessin animé de Tartakovsky, qui était sorti entre les épisodes 2 et 3, non plus. Là aussi, courez dessus, si vous le trouvez. C'est un très bon dessin animé. Mais malheureusement, ce n'est plus un produit. Enfin, un produit. C'est un produit officiel, mais ce ne fait pas partie de l'histoire officielle. Voilà, donc je vous remercie, on peut les applaudir une dernière fois. Merci Simon, merci Emmanuel, et une dernière fois, je vous invite à visiter le site starwarsuniverse.com pour plus d'informations dans les détails. Un petit point sur la suite des animations dans le chapiteau. Dans 5 minutes, le temps qu'on s'installe, nous allons avoir un question-réponse avec les acteurs qui sont déjà là. Donc Jérémy Vlog, Cathy Monroe et Dermot Crowley. Voilà, cette édition est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition. Je vous donne rendez-vous aussi sur le forum Star Wars Universe pour discuter de choses et d'autres. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne année encore une fois. Et puis que la Fan Force soit avec vous.